Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de venir ou de revenir avec nous pour parler des Orientales, qui a été titré dans son acception féminin singulier. Deux fictions, une non-fiction, mais un livre transversal, historique. Une des deux fictions que je vous présente, dont je vous présente l'auteur dès à présent, Saïdé Pakravan, qui vient vous voir pour son deuxième roman, c'est bien ça, La Trêve, qui est paru en cette rentrée littéraire aux éditions Belfond. Vous êtes vous-même une écrivaine franco-américaine née en Iran, je crois vivant en France complètement maintenant, ce livre-ci s'y déroule. Il a la particularité d'être un faux polar, un espèce de faux polar, après un livre qui se déroulait, lui, votre premier roman se déroulait après l'espèce de plébiscite à Ahmadinejad en 2009. À votre gauche s'est posée une autre romancière, elle aussi iranienne, vivant maintenant en France, Nahal Tajadod, pour son nouveau roman aux éditions Lattès. On est dans le plus on est dans le plus urbain, dans le plus citoyens et citoyennes iraniennes qui vivent à Paris. Donc là, on se dit, on est en France avec les simples prétextes du bonheur. Une femme qui a tout pour être heureuse mais qui ne l'est pas et qui va dans les plus simples gestes quotidiens, attention, altérité, culture, dans toutes les facettes du mot culture, justement trouver le bonheur. Si j'emploie le mot facette, c'est parce que c'est bien avec des vignettes et des facettes qu'est constitué un dictionnaire. Vous avez René Guiton offert, là il est paru au mois d'octobre, hein, je crois. Non, pardon. Il est paru le 7 avril. Ah bah donc je retarde. Donc très récemment. Donc très récemment, voilà. Mais je retardais. Octobre, avril, face à l'éternité, pas de différence. Merci de corriger. Un dictionnaire amoureux de l'Orient aux éditions Plomb, dans la très belle collection Sustomé. Vous êtes un spécialiste, hein, vous, de questions à la fois culturelles, diplomatiques. Vous avez fait dans des reportages, dans des essais, dans des documents, dans des missions également, justement, sur différents coins du monde, dont celui-ci dont vous êtes... si vous ne nous trompez pas, amoureux, et vous nous direz aussi pourquoi, on en verra tous les mots, et ça commence par accueil. Un dictionnaire qui commence par accueil, moi je trouve ça fort. C'est pas le dictionnaire qui commence par accueil, c'est l'Orient qui commence par l'accueil. C'est la notion essentielle. Et donc, dans l'ordre alphabétique, le A, j'ai d'autres lettres qui auraient dû passer avant, d'autres mots, Abdelkader, mais non, j'ai mis accueil, j'ai préféré. C'est hautement symbolique et c'est hautement vrai. Et ben justement, tiens, qu'est-ce que vous pensez de cette peinture du mot accueil Saïdé Pakravan et Madame Tajadod, qu'est-ce que vous en pensez justement? Comment est-ce que vous le ressentez? Je pense que c'est vraiment approprié parce que justement dans mon roman aussi, je parle de l'accueil fait par un petit groupe d'Iraniens de Paris à cette Française, c'est-à-dire c'est le contraire. C'est l'Orient qui accueille encore ici des Iraniens qui sont pas dans leur propre milieu, mais qui ont la particularité d'accueillir une Française qui est bien chez elle, mais qui a des problèmes de dépression, de mal-être. Et quand il y a connexion, quand il y a des gens qui vont les uns vers les autres dans leur fragilité, on ne peut que accueillir ce sentiment des bras ouverts et de partage. Saïdé Pakravan. Je serais peut-être un petit peu plus pessimiste sur la réalité de ce... Il faut juste coller le micro au menton. Sur la réalité de ce mot. Certainement que l'accueil... Ça marche? Non. Voilà. Donc l'accueil est certainement une réalité, mais il y a l'envers aussi qui fait un petit peu souvent la peur de l'autre, qui peut-être empêcherait un accueil qui le rend un petit peu mitigé. Voilà. Mais alors, pardon, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, l'accueil, c'est dans tous les sens géographiques, dans tous les sens spirituels, physiques, etc. Mais alors, puisque j'ai la chance d'avoir deux extraordinaires iraniennes qui représentent vraiment de merveilleuse façon dans la littérature française l'Iran,
Eh bien, en Iran, comme dans le reste de l'Orient, mais particulièrement, l'accueil est extraordinaire pour l'étranger. Vous ne pouvez pas vous promener dans la rue sans être accueilli sur un tapis, pas volant, mais un tapis, où on vous invitera à déjeuner, à manger, à partager. Ça, c'est essentiel. C'est une notion qui est très très forte en Iran. Partager ce que l'on a, qui n'est pas même important. Mais vous êtes étranger, vous êtes bienvenus. Bienvenue sur le tapis, dans les squares, dans les rues, où l'on vous invite parce que vous apportez autre chose et on va vous apporter autre chose, ce mélange des cultures. Ah bah, tiens, mélange des cultures, Najat Tajadod, est-ce que justement il s'agit bien aussi de présenter ça avec un Il était une fois pour faire une histoire, donc cette fameuse femme qui a tout pour être heureuse mais qui n'est pas heureuse, etc. Et qui par l'épicier de la rue et les clients et les clientes de l'épicier, et puis ce que lui dit l'épicier, ce que lui montre l'épicier, ce qu'il lui fait imaginer. Alors, encore une fois, dans tous les sens du mot dialogue, mets, cuisine, culture, rencontre, art, etc. Est-ce que la notion de mélange des cultures vous importait de raconter aujourd'hui, là, en 2015-2016, sachant qu'aujourd'hui, une fois sur deux, lorsqu'on parle d'Iran, c'est pour parler d'accueil, comme venait de le verbaliser, d'ailleurs vous trois, mais c'est aussi pour parler de l'Iran-Irak, de la frontière, de guerre, d'islamisme ou d'Ahmadinejad ou de ce genre de choses. Une fois sur deux c'est l'un, une fois sur deux c'est l'autre, du moins vu d'Occident. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, à un moment donné, l'Iran était représenté, disons, par Ahmadinejad. Moi, j'ai écrit un livre sur un grand poète mystique iranien du XIIIe siècle qui s'appelle Rumi. Et ça parle que de la transcendance et de la poésie au plus haut niveau. Et quand j'allais dans des rencontres, on m'interrogeait sur Ahmadinejad. Alors, et des fois, moi je disais, ben voilà, alors c'était sous l'administration Bush qui avait défini l'Iran comme l'axe du mal. Et je disais, voilà, l'axe du mal, c'est Saïdé et moi. Regardez-nous bien, nous représentons l'axe du mal. Vous ne le verrez pas deux fois. Donc, à chaque fois, il faut définir c'est quoi l'Iran, c'est quoi ce que les médias veulent présenter de l'Iran, notre pays. Et c'est pas pour nous. Mais alors voilà, j'ai essayé, mais avec les moyens de la littérature, du roman, de la fiction, de dire que bien que cette femme qui est dans mon roman, le personnage principal, Cécile, pardon, et qui est vraiment qui a tout pour être heureuse et qui ne l'est pas, va par enfin là je vous raconte pas pourquoi, mais entre dans une épicerie iranienne et cet épicier s'exprime mal en français. Vraiment, ils sont elle ne parle que de Beyrouth et pour l'épicier Beyrouth c'est peut-être la capitale du Liban. Donc ils n'ont vraiment rien à partager et pourtant la connexion a lieu. Et c'était au départ, quand on écrit un roman, on ne veut pas dire, voilà, je voulais écrire sur le mélange des cultures ou que tout le monde ait des relations fraternelles. Mais quand on passe une porte, quand on tend les bras, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe. Et surtout dans leur fragilité, parce que c'est une femme fragile. Et lui aussi, il n'est pas avec sa petite bande de débrouille. Et il n'est pas chez lui, il pense à son pays. Mais c'est quand même un exil sans pathos parce qu'il a sa petite épicerie, il a ses clients, mais la connexion a lieu. Et je pensais, je dis toujours que j'ai l'image des rhizomes, c'est-à-dire ces racines qui avancent vers d'autres racines, qui ne sont pas des racines qui restent sur place et qui tuent ce qui est autour. Elle, le personnage, la française, elle est bien enracinée dans sa culture, l'Iranien aussi, mais il y a un moment de connexion qui crée des simples prétextes du bonheur. Alors, vous venez d'utiliser le mot de connexion, c'est presque... Alors, la trêve, c'est un peu un jour off, en fait, dans le livre, et là aussi, c'est quelque part, tout d'un coup, il y a un certain nombre de phénomènes qui pourraient faire penser que, bah tiens, aujourd'hui, c'est un jour de trêve, un jour de paix. Sauf que, oui, enfin, dans le monde où on est, c'est bizarre quand même qu'il y ait un jour de paix, non ? Et c'est justement la question que vont se poser plusieurs personnages, à commencer par celui qui nous guide dans ce personnage, qui est un inspecteur, Simon Urquhart, qui un beau jour d'été, il se rend à son travail et puis aujourd'hui il s'est rien passé, ni vol, ni méfait, etc. Ou alors il ne se serait rien passé, ni vol, ni méfait, etc. Et puis, plutôt que de nous raconter est-ce que vraiment il s'est rien passé, pourquoi, pour qui, etc., et bien vous découpez
le roman en 24 heures, de 0 heure d'un jour en question, qui est un jour de juillet, jusqu'à minuit le lendemain, 0 heure le lendemain. Et vous nous mettez en scène plusieurs personnages qui pourraient nous expliquer ce qui a pu se passer pour qu'on puisse avoir cette impression un peu lynchéenne, un peu paranormale, un peu brouillée, un peu... voilà, c'est un peu, ça fait penser un peu au cinéma un peu paranormal de David Lynch, dans un autre continent. Et puis, je vous dis pas le reste parce qu'il se passe des tas de conditionnels, mais en tout cas, c'est pour ça que j'utilisais le terme de faux polar. Parce que le personnage, forcément, il est calibré pour, corps institué, la police, etc. Et puis, des règlements, et il y a une certaine poétique. Et là, alors je ne sais pas si c'est une bonne photographie de l'Orient aussi, ou de l'Iran, des règlements, et poétique, qui fait sens. Mais pourquoi est-ce que cette structure de 24 heures, le codage un peu policier, et puis le côté, tiens, je vais essayer de faire croire aux gens qu'un jour off dans le monde, là, dans le monde connecté 2.0, ça pourrait exister. C'était quoi le déclic ? Premièrement, il n'y avait pas du tout de parti pris au départ de raconter une histoire qui prendrait ses sources dans une culture quelconque ou autre. Bon, d'abord, surtout pas la culture iranienne, parce qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Et je ne me sens pas vraiment de culture iranienne, étant donné que je vis ailleurs depuis mon enfance. Depuis la révolution iranienne, je crois, c'est ça ? Comment ? Depuis la révolution iranienne ? Ah non, encore depuis avant ? mon enfance. La révolution iranienne, je ne l'ai pas vécue en Iran. Mais bon, elle m'a touchée, surtout qu'elle a touché des membres de ma famille, et je garde mes rhizomes. Mais non, je ne me sens pas du tout faisant partie d'une culture un petit peu... non pas mystique, mais parce que j'admire énormément le mysticisme dans celui de Jumi, mais j'ai vraiment les pieds sur terre, je suis dans cette époque, à cet instant. Et je pense que dans cette époque et à cet instant, nous sommes tous extrêmement fatigués du monde dans lequel nous vivons. Nous n'en pouvons plus. C'est dans notre vie quotidienne, c'est dans le monde qui nous entoure, où nous avons beau essayer de repousser les images, nous ne pouvons pas les éviter. Il y a des horreurs, il y a aussi des choses splendides, parce qu'il s'agit quand même de l'être humain qui est capable de tout ça, c'est un cliché de le dire. Mais donc, qu'est-ce qui se passerait si, à un moment donné, tout d'un coup, on peut déposer ce fardeau qui est constamment sur nous, ce nuage plutôt, pour changer de métaphore, qui assombrit notre horizon, et il ne se passe plus rien de mauvais. Non pas qu'il y ait eu un choix, ces gens que je mets en scène, des personnages très différents les uns des autres, dans toutes sortes de démarches qui pourraient déraper, causer quelque chose de très mauvais, de très dangereux, de l'assassinat à la conduite en état d'ivresse, à la femme battue à mort, etc. Qu'est-ce qui se passe si tout ça s'arrête sans explication d'ailleurs? Il ne s'agit pas de martiens, il ne s'agit pas de quelque chose dans l'eau, il ne s'agit pas d'une décision du gouvernement Obama. Non, ça arrive. Et j'ai beaucoup aimé votre idée de faux polar, parce que je n'y avais jamais pensé. Les gens souvent... Non, pas du tout. Les gens sont souvent un petit peu désarçonnés. Ils me disent, mais alors c'est quoi l'explication? Je leur dis, mais imaginez un livre, imaginez aussi une époque, imaginez un univers où il n'y a pas d'explication à tout. Je suis personnellement non seulement irritée, mais souvent gênée par l'indigence de nos discussions sur tous ces phénomènes actuels, qu'ils soient de culture, de religion, n'importe quoi, à quel point nous avons besoin de l'explication finale que nous nous donnons au moins à nous-mêmes. Or, ces questions sont terriblement complexes. On peut remonter aux sources, dire voilà la raison, c'est telle religion, c'est tel événement historique, c'est parce que nous sommes punis de tous nos péchés. On peut trouver toutes sortes de choses. En fait, c'est un univers en ébullition, un monde en ébullition. Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne peux plus
lire Le Monde et voir que Le Monde va avoir ABC comme réponse, et puis lire Le Figaro ou Valeurs Actuelles et voir qu'il y a ABC comme réponse, et qu'il n'y a rien entre les deux. C'est... Voilà, j'ai une autre représentation du monde qui, en fait, est tellement, comment dirais-je, qui ne mène nulle part. Je sais que dans ma tête, ça n'ira nulle part, que je n'aurai pas de solution. Et dans mon livre, il n'y a pas de solution et pas d'explication. C'est pour ça que j'évoquais un peu le côté un peu Twin Peaks, un peu David Lynch. Qu'est-ce que le voyageur, spécialiste, auteur, écrivain, René Guiton, que vous êtes, entend quand il y a un écrivain qui dit « mais j'aime bien aussi ne pas réfléchir avec un dictionnaire ABC, ne pas réfléchir en trouvant forcément la réponse ou la clé à tout ». Est-ce que pour vous, un dictionnaire, ça doit aussi justement, avant tout, apporter des clés et donc expliquer, ou est-ce que ça doit aussi, surtout quand c'est dans une collection si littéraire que celle-ci, laisser des zones de poétique Bien, de toute façon, un dictionnaire ne peut pas être exhaustif, ce type de dictionnaire en tous les cas. Mais il est un parcours de vie, il est une expérience de vie, il est la réponse à ma quête, ma réponse à ma quête. Et ça passe aussi bien par la fantaisie que par les choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus graves aussi, à travers les pays, les peuples, les religions. N'oublions pas que l'Orient, c'est, et je l'aborde dans le dictionnaire, l'invention de l'écriture, c'est le socle, le berceau, dit-on habituellement, un peu, de façon un petit peu facile, le berceau de notre civilisation. Mais oui, l'invention de l'écriture, avec l'écriture cunéiforme, la naissance, qui a vu la naissance des religions. Et aussi dans... Il y a une belle vignette sur les Mandéens, par exemple, dans votre dictionnaire, qui est une des religions. Une belle vignette sur les Mandéens, par exemple. Oui, dans votre dictionnaire. Les Mandéens, voilà. Les Sabéens, les Yazidis, mais aussi chiites, sunnites, avec aussi l'évolution de ces religions. Avec Nahila, nous sommes vus encore il n'y a pas très longtemps en Bourgogne, qui célèbre le vin, n'est-ce pas? Et on a tendance à oublier qu'il y a des grands poètes, notamment en Iran, surtout en Iran, essentiellement en Iran, qui ont célébré le vin, comme Hafez, par exemple, à Shiraz ou Omar Khayyam. Alors après, on les a un peu bannis, peut-être, parce qu'ils ne célébraient pas seulement le vin, mais aussi l'amour, parfois même un peu avec un certain érotisme. Mais tout ça compose un Orient qui va, pour moi, dans mon Orient, que j'aborde ici, comprenant la Turquie au nord, au sud l'Égypte, à l'est l'Iran jusqu'aux frontières extérieures de l'Iran, avec au sud de l'Iran les Émirats, l'Arabie Saoudite et bien sûr jusqu'à la Méditerranée, Turquie, Syrie, Liban, Israël, Palestine et Égypte. Avec au milieu cette population arabe. Et j'explique bien combien ces populations sont très différentes, même si elles composent cet Orient, très différentes. Un Syrien n'a rien à voir avec un Arabe, n'a rien à voir avec un Iranien, par exemple. Ne dites pas à un Iranien qu'il est arabe, ne lui parlez pas en arabe, mais en farsi, sa langue, sa culture, qui est extraordinaire. Mais je ne dis pas ça parce que nos deux amies iraniennes sont là. C'est vraiment un choc que j'ai pu avoir à chaque fois que j'allais en Iran, qui expriment même à travers la naissance de certaines religions, et c'est pas à ces deux dames que je vais parler de manichéisme ou de zoroastrisme, mais qu'on va retrouver de manière dans le judaïsme embryonnaire. Donc c'est une religion monothéiste aussi, qui intervient dans ce qui va suivre dans le judaïsme, suivi du christianisme, suivi de l'islam. Cette culture, elle est aussi très différente avec la Turquie ou avec l'Égypte. Ce sont des cultures qui n'ont rien à voir. Néanmoins, elles forment non pas une arabité, surtout pas, mais elles ont en commun une religion. Et cette religion, vécue très différemment, bien sûr, selon que l'on est sunnite, selon que l'on est chiite. J'explique les différences dans ce dictionnaire, bien sûr. Je ne vais pas l'expliquer maintenant. Mais aussi l'approche que je peux avoir de choses beaucoup plus immatérielles.
Et quand, par exemple, je parle de lumière, je parle de cette lumière d'Orient, la lumière physique comme on l'a ici aujourd'hui. Je parle de la lumière aussi immatérielle, de la lumière qui nous vient des naissances des religions, mais aussi à travers la littérature, à travers la poésie, à travers cette lumière que l'on peut éprouver quand on est en pleine solitude face au désert, face aux vestiges, face à l'autre, avec lequel on n'aura pas besoin de parler pour échanger ce que je disais tout à l'heure, une nourriture qui est peut-être physique, mais qui peut être aussi spirituelle. C'est tout cet Orient qui est extrêmement compliqué, comme le disait De Gaulle, on l'a rabâché, mais c'est vrai. Eh bien, moi, j'ai voulu y réunir ces composantes à travers ce dictionnaire. Voilà, c'est très complexe, bien sûr. Je parle de tant de choses dedans que je ne peux pas les dérouler ici, mais on y trouve aussi bien l'histoire d'Agatha Christie, parce qu'Agatha Christie va trouver son mari au grand sud de la Mésopotamie, à Our, des Chaldéens. Curieusement, ça touche aussi à la Genèse. Je parle de femmes extraordinaires comme Kulthum ou comme Asmahan ou comme les poètes et les écrivains français qui au 19e ont découvert cet amour pour l'Orient et me l'ont transmis à travers Lamartine, à travers Chateaubriand et tant et plus, Flaubert, etc. Donc, si vous me laissez le micro, je serai intarissable sur l'Orient comme je le suis, avec tout de même beaucoup d'objectivité, car quand on aime quelqu'un, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts aussi. Oui. Je préfère m'attarder sur les qualités. En tout cas, c'est un très très beau dictionnaire. Est-ce que vous trouvez justement, alors là, c'est une question que je vais poser aussi avant tout aux deux fictionneuses et après à vous qui avez la casquette de non-fictionneur pour ce débat ici et de voyageurs aussi. Est-ce que vous trouvez que justement en cette période, en gros, pour ce qui concerne l'Orient post-révolution, alors après il y a eu encore Ahmadinejad, et puis il y a eu les guerres Iran-Irak, et puis il y a eu la façon dont l'Occident, vous citiez Bush tout à l'heure, on regardait spécifiquement cette région Iran-Irak et spécialement la frontière, et aujourd'hui avec à la fois tout ce qui est post-11 septembre, tout ce qui est le travail post-obamien que va devoir faire l'Amérique, et Obama est quand même une des rares personnes du monde qui a compris ce que c'était qu'un monde babylonien au sens césarien du terme, quoi. Avec ce qui se passe au niveau des trafics, drogue, êtres humains, armes, etc. Et la frontière Iran-Irak est régulièrement pointée pour ça, spécifiquement, avec les réfugiés qui vont derrière. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, il importe d'autant plus justement de montrer le côté clair de la force, pour parler comme Star Wars, sans néanmoins minorer aussi les phénomènes que je viens de dire et les phénomènes plus sombres de l'histoire de la région? Je pense que dans ce cas-là, à part la littérature, nous avons un rôle de petit soldat. C'est-à-dire, il faut, à chaque fois, moi, j'ai l'impression que je dois expliquer mon pays. C'est ce que les intellectuels iraniens, les auteurs iraniens, les peintres ont fait, et ce que les Irakiens n'ont pas fait. C'est-à-dire, je pense que si les intellectuels irakiens à l'étranger avaient parlé de leur pays, jamais l'Occident n'aurait adhéré au bombardement de l'Irak par les Américains. Si la France, par exemple, n'a pas été pour le bombardement de l'Iran, c'est parce que les Français ont vu les films de Kiarostami, de Panahi, de Farhadi aujourd'hui. C'est parce que les auteurs iraniens ont écrit sur leur pays. L'année où, moi je me rappelle, l'année où, avant ces beaux salons littéraires, chaque fois qu'on me parlait de l'Iran, c'était le livre de Betty Mahmoudi, Jamais sans ma fille. C'est-à-dire un homme qui avait frappé sa femme. La même année, Bertrand Cantat avait tué Marie Trintignant. Est-ce qu'on peut assimiler la France à Bertrand Cantat? Et pourquoi on ferait ça de l'Iran? Pourquoi l'Iran deviendrait un pays qui est assimilé à un homme qui frappe sa femme? Donc nous, à part ce qu'on écrit, on a besoin d'expliquer notre pays. Quand Ahmadinejad a dit que l'Israël devrait être supprimé de la carte du monde, moi, j'allais expliquer que dans la Bible, il y a deux terres saintes, l'Israël et la Perse. Dans la Bible, Yahvé ne s'adresse qu'à deux hommes, deux humains, Moïse et Cyrus, le roi de Perse. La première fois qu'il y a eu un anti-Ashoah, ça s'est passé en Iran,
sous les Achéménides, le roi perse qui a fait en sorte que les Juifs soient protégés et que sa propre population, qui était un peu, enfin sous le ministre iranien qui était contre les Juifs, soit tuée. Et ça donne la fête de Pourim. Il y a la terre d'Esther, la tombe d'Esther à 160 km de Téhéran, la tombe de Daniel, qui sont, alors c'est himself, je dirais. Et il y a des musulmanes qui vont là-bas, qui font des vœux, qui se prosternent devant ces tombes-là. Et pourquoi on ne parlerait pas de ça? Et on ne parle que de Ahmadinejad, avec sa phrase qui est tout à fait condamnable. Donc voilà, moi je crois qu'à chaque fois, à part la littérature, à part les livres qu'on écrit, on a un rôle de petit soldat. Saïd Bakravan. Là, c'est pour vous, cette fois-ci. Oui, je suis évidemment tout à fait... Ça marche? Oui, mais je vous suggère de coller vraiment le micro à la lèvre. Là, ça marche? Du dessous, ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Nahal dans ce rôle qui nous est imparti de parler de l'Iran tel qu'il est, de voir les faits comme ils sont. Cela dit, notre discours est souvent faussé par parce que nous retournons l'accusation. C'est-à-dire, nous nous voyons toujours comme les victimes de, quelque part, je suis américaine, donc je vois les choses comme ça, de l'homme blanc. Nous sommes toujours, je parle d'une façon tout à fait générale, évidemment que l'Iran, les gens sont blancs, évidemment que l'Iran n'a pas été colonisé, mais dans l'ensemble, c'est ça, c'est eux contre nous. Donc quand nous voulons expliquer l'Iran, c'est souvent en disant... Mais vous en faites autant, vous avez fait bien pire. Quand, par exemple, on se révolte naturellement contre l'idéologie islamiste, qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec l'islam, tel que nous l'avons connu en tout cas, la réponse c'est « mais vous avez les croisades, vous avez l'Inquisition ». Et c'est les Iraniens qui disent ça, c'est les musulmans qui disent ça. Ce qui est une réponse vraiment que moi je trouve aberrante. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas d'époque passée, il s'agit de ce qui est en train d'arriver maintenant. Et toujours rejeter la faute sur les autres. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est vous qui avez créé ça. S'il y a... Et je répète, c'est très souvent justifié ce qu'il y a en Syrie, en Irak, en Afghanistan. C'est évidemment la politique aberrante de l'Amérique en très grande partie qui en est responsable. Mais il y a aussi ce que nous faisons avec tout ça. Ce que nous faisons, c'est un déchirement constant entre les uns et les autres, y compris nous face à l'Occident. Alors nous pouvons parler de nos poètes et de nos roses et de nos mystiques. Rien ne changera la beauté, la puissance de cette culture et de cette civilisation, mais l'image que nous donnons est l'image souvent un petit peu géniarde, que vous ne nous voyez pas comme nous sommes des gens formidables. C'est pas ça. Il suffit pas de dire que nous avons des très grands poètes. Il faut aussi montrer que nous sommes capables de grandeur, que nous sommes capables de ne pas nous plaindre, que nous sommes capables de ne pas dire aux gens « oui, mais nous ne serions pas comme ça si vous n'aviez pas fait telle chose avec nous ». Et ça me révolte, franchement. Mais cela dit, je suis d'accord et avec René Guiton qu'il y a là des merveilles de la civilisation dans toute cette région. On parle de la Syrie actuellement, puis de temps en temps on parle de la Mésopotamie, mais on oublie de faire le lien entre ces deux choses. Et la catastrophe qui s'est abattue sur la Syrie, où je suis tout à fait d'accord avec Nahal que les Iraniens ne savent pas assez ou ne disent pas assez fort ce que leur pays est dans la réalité, mais il y a aussi cet autre aspect qui probablement nous dessert beaucoup. René Guiton, quel est votre avis sur ces questions-là, justement Bien, nous avons deux représentantes de l'Iran ici, et elles défendent cette qualité exceptionnelle qu'a l'Iran dans sa culture. Je voudrais dire, mais je crois que Saïd l'a dit aussi autrement, que on retrouve aussi ces éléments-là dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et les grands prophètes, on les trouve aussi en Irak, tous les grands prophètes bibliques. N'oublions pas l'exode des Juifs, non pas l'exode, mais
la déportation des Juifs par Nabuchodonosor II à Babylone, il découvre une civilisation qu'il ne pouvait pas imaginer. Tous ces jardins suspendus, la tour de Babel. Vous savez, j'ai encore rencontré un journaliste récemment qui m'a dit « Mais Babylone, c'est une ville mythique qui n'a jamais existé, comme par exemple l'Atlantide. » Je lui ai dit « Non, elle a non seulement existé, mais elle a été très abîmée par les conflits. En 91, avec la guerre du Koweït, quand les chars américains et polonais rentraient dans Babylone, eh bien, les murailles qui sont extraordinairement solides, eh bien, en ont souffert aussi parce qu'elles n'ont pas été construites pour résister même à ces tremblements, n'est-ce pas, etc. Donc il y a une culture que l'on trouve dans toute la Mésopotamie, comme c'est plus connu en Occident de l'Égypte, par exemple. On connaît mal la Syrie et l'Irak, très mal. On connaît mieux l'Égypte et l'Iran quand on est occidental. Chacun de ces pays participe à cette culture qui nous a été apportée. Ce que je dis dans ce dictionnaire, c'est d'abord, je l'ai écrit pour rappeler à l'Occident l'apport qu'a eu l'Orient sur l'Occident, mais à travers mille choses, à travers la langue, à travers les produits, à travers la pensée, à travers la poésie, et aussi pour rappeler à l'Orient ce qu'il a été, sa grandeur. Je crois qu'il y a des moments où il faut le faire. Et c'est un peu un acte militant, comme vous le faites à travers vos romans ou à travers vos poèmes. C'est un acte militant pour qu'on n'oublie pas tous ces éléments. Je n'ai pas l'habitude de dire que c'est un acte de foi, finalement, un acte militant pour ne pas désespérer des hommes, quels qu'ils soient. Et je crois que lorsqu'on parle avec des gens de dialogue dans tous ces pays, ils partagent ce que nous venons de dire. L'agressivité, elle est dans certaines minorités. Ça existe, bien sûr, et nous en souffrons tous. Mais moi, je préfère rappeler ce qu'il y a de grand dans les valeurs que nous partageons, les valeurs, encore une fois, physiques, spirituelles, de la littérature, de ce que nos grands écrivains du 19e et début 20e sont allés chercher là-bas. Ça a été une source. Ne l'oublions jamais. Eh bien, c'est sur ce beau mot de source que nous arrivons sereinement au terme de ce débat, auquel je vous remercie d'avoir assisté. En resignalant les livres, donc, le deuxième roman de Saïdé Pakravan est paru en la rentrée littéraire chez Belfond. Vous êtes à la foire jusqu'à demain soir ? Demain après-midi. Donc, vous n'avez que jusqu'à demain après-midi pour aller donc sur le stand des éditions Belfond et voir La Trêve. Les simples prétextes du bonheur de Najal Tajadod, c'est chez Lattès, également en la rentrée littéraire 2016. Vous êtes à Brive jusqu'à quand? À la foire? Demain après-midi aussi. Oui. Vous partez en Iran toutes les deux? On prend le train des auteurs, je pense, non? Alors demain soir alors. 18h, je pars à 18h. Je pars avant. Ça y départ avant. Voilà, c'est ce qui m'avait semblé comprendre. Et donc, avril 2016, la parution de ce dictionnaire amoureux de l'Orient par Véronique Guitton dans la collection, je vais y arriver, du même nom chez Plomb. Vous êtes à la foire du livre jusqu'à demain soir, demain après-midi? Je suis là pour tous ceux qui veulent venir me rejoindre tout de suite. Oui, et demain. Voilà, et demain, oui, parce que évidemment, merci pour la précision. Dès la suite de ce débat, les auteurs vous sont disponibles pour les dédicaces. Merci de l'avoir rappelé à ma faible mémoire. Merci en tout cas. Et bonne soirée, bonne suite de Salon du Livre.